On va résumer ensemble très rapidement le livre Claude Gueux de Victor Hugo. C'est un livre qui est inspiré d'un fait réel, un fait divers on pourrait presque dire, mais qui est quand même assez important puisque c'est la condamnation à mort d'un homme qui s'appelle précisément Claude Gueux. Donc le livre démarre avec une présentation de la situation. Victor Hugo écrit un homme vivait avec une femme qui était sa maîtresse, avec une fille même il dit, et cette fille avait un enfant. Il précise tout de suite, il donne le ton en disant on laissera au lecteur la liberté de juger de la moralité de cette situation. Ensuite, il nous dresse un portrait de ce Claude Gueux. C'est un homme qui a plus d'une trentaine d'années, qui est pauvre mais qui est bon ouvrier, qui est fort. Et il dit que c'était un homme qui était gâté par la nature et délaissé par l'instruction. C'est un homme qui était intelligent mais qui n'était pas instruit, qui ne savait pas lire, pas écrire. Et puis un jour, le travail vient à manquer, et du coup la femme et l'enfant n'ont plus de pain et il n'y a plus de bois pour chauffer la maison. Finalement, Claude Gueux en vient à voler. Avec ce qu'il a volé, pendant 3 jours, la femme et l'enfant ont du pain et ont du feu. Et lui, de son côté, ce qu'il récolte, c'est une condamnation à 4 ans de prison. Il est envoyé à la prison de Clairvaux, où il travaille dans un atelier. Dans cet atelier, il y a un directeur. Et le directeur, on voit qu'il a une relation un peu d'amour-haine mélangée à l'encontre de Claude Gueux. Alors pourquoi? Parce que Claude Gueux, c'est quelqu'un qui, sans jamais l'avoir demandé, a reçu une sorte d'autorité sur les autres prisonniers. En fait, il est calme et il est intelligent. Et du coup, les autres sont un petit peu respectueux de lui. C'est aussi quelqu'un qui est grand et fort et qui est toujours juste avec les autres prisonniers, qui n'abuse jamais de sa position dominante. Du coup, il dit à un moment, Claude Gueux se demande lui-même s'il est finalement un roi ou un prisonnier, parce que tout le monde se met à l'admirer et même parfois à l'imiter. Et Victor Hugo dit, et tout naturellement, étant beaucoup aimé par les prisonniers, il était détesté par ses geôliers. Victor Hugo écrit, quand on est aimé par les esclaves, on l'est rarement par les maîtres. Et le pire de tout ça se focalise sur le directeur d'atelier. Le directeur d'atelier, il apprécie Claude Gueux parce qu'il travaille bien, parce qu'il est efficace, et que plusieurs fois, il y a des mutineries qui s'annoncent. Les prisonniers veulent se révolter parce qu'ils ont faim, parce qu'ils ne sont pas contents de leurs conditions, et puis parce que c'est quand même des prisonniers, c'est des gens qui sont en rébellion par rapport à la société. Et c'est toujours Claude Gueux qui les a calmés et qui a évité justement qu'ils trucident les geôliers, le directeur, etc. Et donc Victor Hugo écrit tout naturellement, puisque c'est Claude Gueux qui lui avait à chaque fois sauvé la mise, il était normal que le directeur le déteste. Là, on ne sait pas si c'est ironique de la part de Victor Hugo, mais il se positionne comme ça. Et par exemple, un jour, le directeur, voyant que Claude Gueux allait mal, qu'il avait l'air triste sur son ouvrage, il vient le voir et il lui donne des nouvelles de la fille qu'il aimait et avec qui il vivait. Et il lui dit qu'elle est devenue fille publique. Claude Gueux ne répond rien à ça, il demande simplement des nouvelles de l'enfant. Et le directeur de l'atelier lui dit « Oh, l'enfant, on n'en sait rien ». Et à cette provocation, Claude Gueux ne répond pas. Alors que pourtant, c'est évident, c'est quelque chose qui le peine beaucoup. Ensuite, il va rencontrer quelqu'un qui s'appelle Albin, qui va venir le voir. Tout le monde sait que Claude Gueux a très faim. Il dit, pour un roi, c'est un plaisir d'être quelqu'un qui aime bien manger. Pour lui, c'est un supplice parce que le peu de pain qu'on lui donne ne lui suffit pas à se rassasier. Et du coup, Claude Gueux vit dans la permanence, en permanence le sentiment de la faim. Et quelqu'un vient vers lui et lui dit, moi, j'aimerais partager mon repas avec toi. C'est pas le premier, il y a plein d'autres prisonniers qui lui ont déjà proposé de prendre un peu de leur pain. Et Claude Gueux a toujours refusé. Et ce garçon-là lui dit, écoute, moi j'ai un petit appétit, j'ai pas très faim, prends donc la moitié de mon pain. Et ils vont devenir amis. Voyant cette amitié, le directeur d'atelier va changer Albin de quartier. Il va l'envoyer ailleurs, ils ne travailleront plus ensemble. Et à partir de ce moment, Claude Gueux va aller mal, il va aller très mal, parce que d'avoir souffert de l'enfermement, de la faim, de tout ça, il s'en est remis, mais d'être séparé de son ami, vraiment ça lui mine le moral. Au point qu'il va aller demander au gardien qu'est-ce qui s'est passé. Un gardien va lui dire, eh ben il a été envoyé dans un autre quartier, il dit mais qui a décidé ça? Et on lui répond, c'est le directeur de l'atelier. Alors Claude Gueux va demander au directeur de l'atelier, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez faire revenir Albin? Le directeur répond, non, je ne peux pas. Il demande, mais pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas? Il dit, parce qu'il y a une décision qui est prise
Alors Claude Gueux dit: «Mais qui a pris cette décision?» Et le directeur de l'atelier répond: «C'est moi». Et il dit: «Mais pourquoi avez-vous pris cette décision?» Et le directeur de l'atelier lui répond: «Parce que». Et alors, ça va se mettre à durer pendant des semaines et des mois. Chaque jour, quand le directeur de l'atelier passe pour regarder ce que font les ouvriers, qu'il arrive au niveau de Claude Gueux va lui dire: «Rendez-moi mon ami Albin». Et chaque fois, le directeur va lui répondre: «Non». Un jour, quelqu'un passe dans la cour et il voit que Claude Gueux a les coudes sur les genoux, la tête dans les mains et qu'il pense. Alors il y a un autre détenu qui va lui dire: «Bah alors Claude, à quoi tu penses?» Et il va répondre: «Je rends un jugement». Dans ses petites affaires, il a une petite paire de ciseaux et il va dire aussi à un moment à un détenu: «Tu vois cette petite paire de ciseaux? Avec ça, je vais couper les barreaux de cette fenêtre». Qu'il pourra couper les barreaux de cette prison avec ses petits ciseaux. Et ça fait sourire tout le monde. Il est aimé et les gens l'apprécient même s'ils ne comprennent pas trop ce qu'il veut dire. Et un jour, comme chaque fois, le directeur de l'atelier lui a refusé de répondre à pourquoi il avait fait renvoyer son ami Albin, et il refuse aussi de le remettre dans son quartier, Claude Gueux descend à l'atelier de menuiserie. Il dit: «Est-ce que je pourrais voir vos haches? Je voudrais en prendre une pour tuer le directeur de mon atelier». Il y a 80 hommes qui sont présents par unité de travail. Et sur les 80 hommes, ils vont lui apporter des haches pour qu'il puisse choisir. Et personne ne va le dénoncer, personne non plus ne va essayer de le dissuader. Et il choisit une petite hache, pas très lourde mais bien coupante, et il la cache dans la jambe de son pantalon. Le soir, ils sont au dortoir et ils retravaillent encore un petit peu après le soir. Et il va dire aux autres prisonniers: «J'ai pris une décision. J'ai condamné le directeur d'atelier à mort. Je l'ai condamné parce qu'il m'a privé de mon ami. À cause de lui, je souffre, j'ai faim, je suis malheureux. Et il a fait ça sans aucune raison. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à redire?» Et là, personne ne va s'opposer. C'est une longue tirade, hein, là je résume. Mais il dit que quand on souffre et que la justice n'est pas faite, on a le devoir de la faire soi-même, mais qu'en même temps, si on prend une vie, on a le devoir de donner aussi sa propre vie. Et les autres approuvent en silence, tout le monde est d'accord, sauf un qui lui dit: «Je crois que ton jugement est juste, mais je te demande de lui laisser encore une dernière chance avant de le tuer. Demande-lui encore une fois s'il veut bien faire revenir Albin». Et le soir, ils retournent tous dans l'atelier pour retravailler encore un peu dans la soirée. Quand le directeur passe, il est 20h. Claude Gueux est derrière lui, il marche avec la hache dans son pantalon. Il lui redemande encore une fois: «Est-ce que vous pouvez faire revenir Albin?» Le directeur répond: «Écoute, je t'ai déjà mis 24 heures au cachot parce que tu me saoules avec cette question. Est-ce que ça ne t'a pas suffi?» Il dit: «S'il vous plaît, écoutez bien ma question et répondez. Est-ce que vous voulez bien faire revenir Albin?» Le directeur répond non. Il lui dit: «Mais pourquoi? Est-ce que vous l'avez changé de quartier dans la prison?» Et le directeur lui répond: «Parce que». Alors Claude Gueux sort sa hache et il frappe le directeur à 3 reprises à la tête et une 4e à la jambe, parce que le directeur s'est déjà effondré, mais que lui, il est lancé dans son mouvement. Ensuite, il sort de sa poche les petits ciseaux de couturière que lui avait offert la fille avec qui il était avant d'aller en prison, et il essaye de se poignarder le cœur. Mais les ciseaux sont trop petits, et lui, c'est une grosse carrure, cet homme-là, et du coup, il frappe, mais il n'arrive pas à toucher son cœur. Il dit en même temps qu'il se frappe: «Cœur de damné, est-ce que je vais bien enfin réussir à te trouver?» Et à la fin, il a perdu trop de sang, alors il s'évanouit sans avoir réussi à toucher le cœur. Par la suite, il se réveille, il est à l'hôpital. Je vais accélérer parce que sinon le résumé court, il va être plutôt long. Il est à l'hôpital et Victor Hugo écrit que une partie des gens étaient là à le soigner pendant que l'autre partie était en train de préparer l'échafaud. Son procès a lieu. Quand tous les témoins sont dans la salle, on répond que, on écrit dans le livre qu'il y a des gendarmes de partout parce que il y a un nombre incroyable de crapules et d'assassins, vu que ça s'est passé dans une prison, donc tous les témoins sont des prisonniers. Et encore une fois, Claude Gueux, il a une grande aura. Personne ne veut témoigner contre lui. Et c'est lui qui dit: «Mais allez-y, dites ce qui s'est passé». Et du coup, quand il leur en donne l'autorisation, les autres se mettent à parler. Et si il minimise ou s'il cache des choses quand il est venu chercher la hache ou quand il a dit devant tout le monde qu'il voulait le tuer, lui, Claude Gueux, il intervient et il dit: «Non, vous avez oublié de dire que je l'ai prémédité, vous avez oublié de dire». Il veut vraiment pas qu'on lui trouve d'excuses, il veut que toute la lumière soit faite sur ce qui s'est passé.
Ensuite, il y a le procureur, puis l'avocat qui font leur plaidoirie, et à la fin, c'est Claude Gueux qui prend la parole. Et il va dire, je ne cherche pas à être disculpé parce que vous pouvez me condamner parce que je suis un voleur et je suis un assassin. C'est juste de le dire puisque j'ai volé et que j'ai tué. Mais j'ai juste deux questions à vous poser. Demandez-vous avant de me juger pourquoi j'ai volé et demandez-vous pourquoi j'ai tué. Le procureur du roi va dire il a tué sans aucune provocation. Là, Claude Gueux va répondre, il va dire alors si un ivrogne me met un coup de poing dans un café et que je le tue, on me dira que j'ai répondu à une provocation parce qu'on m'a frappé. Il dit alors que c'est qu'un pauvre ivrogne dont je ne saurais rien et qui m'aura frappé par hasard. Il dit mais si un homme il a passé 4 ans en prison, pendant 4 ans me torture, me parle de la femme que j'ai aimée pour me torturer, il sait que j'ai abandonné un enfant et il s'en moque pour me torturer, j'ai un ami, il me l'enlève, il me nargue, il me refuse des explications, il me prive de nourriture, il m'envoie au cachot, cet homme-là, vous dites qu'il ne m'a pas provoqué. Et là, Victor Hugo, qui n'est pas qu'un romancier, qui est aussi un politicien, introduit la notion de circonstances atténuantes. Ensuite, le juré délibère en 15 minutes. Il décrète que Claude Gueux est condamné à mort. Claude Gueux dit comme seule réaction, il dit « Mais vous n'avez pas répondu à mes deux questions. Pourquoi j'ai tué et pourquoi j'ai volé ?» Ensuite, je vais la faire court, mais il y a aussi un passage où il demande, il fait appel de son jugement pour être rejugé à la demande d'une bonne sœur qui insiste. Parce que lui, il dit « Non, c'est bon, je suis jugé, c'est tout, qu'on en finisse ». Mais pendant qu'il a été hospitalisé, il a aussi noué des liens avec le personnel soignant qui étaient des religieux et des religieuses, et il a dit qu'il aurait aimé connaître plus la religion, qu'il aurait fait d'autres choix, etc. Finalement, il y a une religieuse qui lui donne 5 francs parce qu'il a accepté de faire appel, l'appel est rejeté, et c'est le moment d'aller se faire couper la tête. Il part avec ses 5 francs, et au moment de se faire couper la tête, il donne les 5 francs pour les pauvres. L'horloge sonne, il est exécuté sur la place du marché. Victor Hugo dit c'est parce qu'il existe encore des bourgades où les gens sont tellement sauvages que la société pense qu'il y a de quoi se vanter quand on tue un homme. Et il dit regardez bon peuple ce que la société a fait de vous. Ces gens-là, on a exécuté un homme sur la place publique pendant leur marché et eux, ils se sont fâchés pour une histoire de prix et la population, elle a failli trucider un fonctionnaire pour une histoire de tarif parce que les gens n'étaient pas d'accord. Et il dit, regardez un petit peu ce que ça fait au peuple de voir des gens se faire mettre à mort sur la place du marché, ça les rend sauvages. Et tout à la fin, il va y avoir toute la partie beaucoup plus politique du roman dans laquelle Victor Hugo expose ses vues. Il expose comment lui perçoit la société, il faut quand même se dire que c'était il y a 150 ans, et comment lui aimerait la voir changer. Il dit que les chambres, ça veut dire l'équivalent du Parlement et du Sénat, les gens qui font les lois, les politiciens, passent leur temps à discuter de questions futiles. Et il dit, et pendant ce temps-là, à tour de bras, on exécute à Paris, à Dijon, partout en France, on marque au fer et on enferme. Et il dit finalement, il y a deux choses qui sont importantes dans la vie d'un homme, c'est avant la chute et après la chute. Avant la chute, c'est l'éducation, et après la chute, c'est la condamnation. Et il dit, le peuple vit dans la misère, et c'est cette misère qu'il faut détruire, c'est la misère dont il faut venir à bout, et c'est comme ça qu'on viendra à bout du crime et des délits. Il compare avec le reste de l'Europe et il dit la France est le pays le plus illettré et il faut éduquer la population. Il dit allez voir dans les bagnes et regardez la tête des gens. Ils ont tous des têtes d'animaux. Et il dit il y a ce que la nature a fait et ensuite il y a ce que la société a fait. Il dit l'exemple de Claude Gueux, c'était quelqu'un que la nature avait bien fait. C'était quelqu'un de gentil, il avait un bon cœur. C'était aussi quelqu'un d'intelligent et de capable de comprendre. La société en a fait un criminel, la société en a fait un voleur, le voleur a été mis en prison et la prison en a fait un meurtrier. Et il dit, Victor Hugo, il y a quelque chose qui ne va pas, la société ne devrait pas traiter les humains comme ça. Et ensuite, il termine avec quelque chose qui est une vision qui est désuète pour nous, en tout cas ici et maintenant. Il dit, il ne suffit pas d'apprendre à lire à la population, et c'est pas avec Voltaire qu'on va faire des gens bien. C'est en leur faisant lire les Écritures saintes. Et il dit que le peuple a besoin de la religion. Et pourquoi? Selon Victor Hugo, ça peut paraître un petit peu hallucinant dit maintenant. Il dit parce que le peuple, c'est toujours lui qui porte la misère. Il dit c'est lui qui pousse les fardeaux, qui les tire, qui les porte. C'est le peuple qui a faim et c'est le peuple qui souffre. Il dit et donc il y a une balance. D'un côté, il y a les riches et de l'autre côté, il y a le peuple. Les riches ont tout et le peuple n'a rien. Il n'a que sa misère.
Et il dit on a besoin de la religion pour donner au peuple quelque chose à mettre dans la balance. Et on dit au peuple qu'il existe une vie après la mort, un monde qui est fait pour eux, dans lequel ils vivront enfin bien. Et ça rééquilibre la balance. Et il dit que sans ce rééquilibrage, même en sachant lire, c'est pas ça qui réglerait le problème. Victor Hugo, il appartient quand même à l'élite de son époque et c'est un peu interpellant quand on lit le dernier paragraphe. Il parle de la tête de l'homme du peuple et il dit « Cette tête, cultivez-la, défrichez-la, arrosez-la, fécondez-la, éclairez-la, moralisez-la, utilisez-la et vous n'aurez pas besoin de la couper. » Alors la question reste ouverte et en suspens. Est-ce que Victor Hugo savait bien à qui il s'adressait et il savait que c'était avec ces mots-là qu'il pouvait obtenir plus de droits pour le peuple, plus d'éducation et plus d'accès à l'instruction? Ou est-ce qu'il était lui aussi partie prenante de cette idée que un peuple, ça s'utilise? La question reste ouverte, n'hésitez pas à me donner votre avis. Et fin du résumé rapide de Claude Gueux.